Comme chaque mois d'octobre, il est question du cancer du sein et de son dépistage. Alors il y a beaucoup d'idées reçues qui sont véhiculées là et plus particulièrement ici sur Instagram. Je voudrais un peu faire le point là-dessus. Donc si on regarde cette revue systématique de Cochrane, on voit que sur 1000 femmes qu'on suit pendant 11 ans, âgées donc de 45 à 75 ans, on va observer 5 décès liés au cancer du sein directement. Il y a d'autres causes de décès, donc au total sur les 1000 personnes on va enregistrer 50 décès, dont un peu plus de la moitié liés à des cancers et 5 plus particulièrement au cancer du sein. Si on pratique un dépistage systématique, ce qu'on observe c'est une réduction du nombre de décès par cancer du sein et il y aura probablement une personne de moins qui va décéder, ce qui effectivement mis en pourcentage relatif apparaît comme 20%, une réduction de 20%, mais est-ce que c'est vraiment fair, est-ce que c'est vraiment correct de le décrire comme ça, comme 20% de réduction de mortalité? Parce que ça prête à confusion. Et si on fait le point et qu'on prend un peu de recul, on regarde une réduction de mortalité, ok, de 20%, c'est ce qu'on observe, et certains Instagrammeurs, et comme la plupart des gens d'ailleurs, commettent cette erreur de penser que le surdiagnostic étant uniquement de 5 à 10%, on a un bilan tout à fait positif, bénéfice-risque, ce que dit ici cerveau musclé, mais il tombe comme beaucoup dans un piège de ces chiffres relatifs. Si on regarde les chiffres absolus, c'est vraiment les bases des statistiques. Si on regarde les chiffres dans l'absolu, on regarde que les 20%, c'est 20% des cas de décès, alors que le surdiagnostic, lui, concerne toute la population étudiée. Donc on voit ici les 5%, ça passe de ça à ça, on enlève juste une personne sur 5. Là. Alors que le surdiagnostic, lui, c'est un pourcentage, comme tous les faux positifs, qui est calculé sur la population qui a été traitée, ici pas traitée, c'est qui a subi le dépistage. Et donc c'est beaucoup plus de gens. Donc par exemple, si on prend 5% de 1 million, on est quand même à 50 000, donc c'est pas rien du tout. Et donc si on regarde les 5 à 10%, ça fait 50 à 100 personnes qui vont être déclarées positives suite à ce dépistage, alors qu'elles ne le sont pas. Donc c'est pas du tout négligeable. Et finalement, avec cette revue systématique de 2013, on constate que pour une personne sauvée, le prix à payer, c'est qu'il y ait environ 100 personnes qui fassent l'objet d'une fausse alerte avec toutes les préoccupations, toutes les conséquences psychologiques et physiques à court et à long terme de l'annonce d'un cancer, de croire qu'on a un cancer, de penser qu'on a un cancer, jusqu'à ce que par des examens complémentaires, on arrive à infirmer le diagnostic. Et parmi ces 100 personnes, on a environ 5 personnes qui vont être opérées ou traitées, ou les deux, de manière totalement inutile, parce que jamais elles n'auraient développé un cancer du sein ou jamais elles n'auraient eu le temps d'en mourir. Donc ça, à ce moment-là, la balance bénéfice-risque n'apparaît plus du tout sous le même aspect, sous le même regard, et donc on a quelque chose de beaucoup plus nuancé. En fait, ces histoires de dépistage, c'est pas une question d'être pour ou contre, que sais-je, c'est de connaître les tenants et aboutissants pour pouvoir prendre une décision éclairée. Et donc si on y regarde de plus près, on arrive maintenant à ce tableau dont je me suis inspiré et qui est tiré de cette étude systématique et que vous retrouvez sur le Harding Center for Risk Literacy. Et on arrive à ça, donc sans dépistage systématique, ce que je viens de dire, on a 5 personnes qui vont mourir d'un cancer du sein, 22 personnes qui meurent d'un cancer tout court et environ une cinquantaine qui meurent tout simplement. Et si on fait un dépistage systématique, on va avoir 4 personnes qui meurent du cancer du sein, environ 22, voire même 23 personnes qui meurent d'un cancer tout court, et finalement 100 personnes qui vont croire qu'elles ont le cancer, donc être vraiment bousculées par cette annonce, qui finalement s'avère fausse, et 5 personnes qui vont subir tous les inconvénients de la chirurgie, des traitements annexes, alors qu'ils n'en avaient pas besoin. Donc si on veut conclure, et on arrive plutôt à cette notion de décision partagée, c'est ça l'idée. L'idée, c'est pas du tout d'être pour ou contre le diagnostic. L'idéal, je reviens un petit peu en arrière, l'idéal, en fait, à l'avenir, c'est de effectuer un premier triage, et c'est pour ça que les médecins sont là, c'est pour ça qu'on n'applique pas simplement des algorithmes, on a besoin de quelqu'un qui vous connaît, d'un médecin qui fait vraiment le tour de la question. Il y a des populations qui sont à risque, qui présentent un risque accru de développer un cancer du sein. L'idée, c'est de faire un triage et donc de déjà
plutôt que de faire un dépistage systématique, c'est de faire une mammographie de contrôle chez certaines personnes qui sont plus exposées, qui sont plus susceptibles de développer ça, et ça seulement votre médecin peut le déterminer en fonction de la littérature et de votre passé, de votre génétique et choses comme ça. Donc c'est ça, de faire un premier triage, et une fois qu'on a fait ce premier triage, on n'a plus un aussi grand nombre de faux positifs parce qu'on n'a pas testé un nombre incalculable de gens asymptomatiques. Donc si on arrive plutôt à l'objectif, là, qui est justement de la décision partagée, l'idée c'est d'informer les patients, c'est pas de les influencer pour dire il faut pas se faire diagnostiquer, comme l'a fait justement cette personne que Cerveau Musclé a critiqué, hein, et c'est vrai que l'idée c'est pas d'entrer là-dedans, mais il faut pas tomber dans l'inverse non plus, et tous les dépistages ne sont pas forcément bons, et c'est bien de savoir si c'est appliqué ou pas à nous. On a d'autres articles, on avait la revue systématique, on a ici cet article également qui met en évidence sur 3 des 4, donc 30 ans d'études, que finalement on n'a pas réussi avec 30 ans de dépistage à réduire la mortalité du cancer. On a cette étude ici qui dit grosso modo la même chose et qui parle de surdiagnostic. Ça, c'est vraiment lié aux faux positifs. Effectivement, si on était dans un film Disney et que c'était Wall-E qui faisait les mammos, tout irait bien, dans le meilleur des mondes. Dès que quelqu'un là, on le détecte et c'est super. Dans la vraie vie, c'est très complexe et on a beaucoup de faux positifs. Et enfin, beaucoup. Pas beaucoup, parce que ce n'est que 5%, mais 5% d'un million, c'est 50 000, c'est beaucoup. Donc le problème, c'est ça, ce sont les faux positifs qui font qu'on a un surdiagnostic. Et on a quand même un article là pour parler quand même de ne pas faire du cherry picking. Il y en a beaucoup plus, hein, parce que j'ai quand même beaucoup travaillé sur le sujet il y a quelques années de cela. Il y a un article ici qui montre qu'effectivement on observe grâce, ils imputent ça en tout cas à la campagne de dépistage, une diminution de la mortalité par cancer du sein en Norvège, mais ils disent que finalement cette diminution n'est attribuable qu'à qu'à hauteur de 1/3 au dépistage, et que le reste ce sont en fait des progrès qu'on fait notamment dans la chirurgie et le traitement post-chirurgical. Ici, on voit hein, justement less is more, c'est le surdiagnostic, hein, c'est vraiment le problème. Hein. Si on regarde leurs conclusions, ils disent bien, ils ont analysé au niveau du pays que finalement, le résultat de faire du dépistage, c'est simplement qu'on trouve plus de petits cancers qui probablement évoluent de manière favorable spontanément. Et finalement, on n'a aucun déclin de la détection de grands cancers, et finalement on n'arrive pas à faire diminuer le taux de décès comme on l'a vu tout à l'heure dans l'infographie. Donc on en arrive où? On en arrive ici, à cette étude qualitative publiée dans le BMJ qui justement essaie de se renseigner, mais oui, et les premières concernées, les femmes qui sont susceptibles d'avoir ce type de cancer, qu'est-ce qu'elles en pensent? Et on essaie de voir, tiens, est-ce qu'aussi on fait une information éclairée, qu'est-ce qu'elles choisissent finalement, et est-ce qu'elles décident de se faire dépister ou pas, mais c'est pas plus mal de le choisir en connaissance de cause que plutôt en suivant une grande campagne nationale ou des avis totalement contre. Voilà, c'était pour faire le point sur cette question. Cette question de dépistage est beaucoup plus complexe qu'on y pense. Ceux qui veulent aller plus loin, les études sont là.